Le ciel de la Seconde Guerre mondiale n'était pas un ciel ordinaire. Il avait une odeur. Un parfum étrange et presque indescriptible, mélange de carburant d'aviation brûlé, d'huile chaude, de métal chauffé au rouge et par-dessus tout, de cette inquiétude humaine qui imprégnait chaque mission. Dans les hautes altitudes glacées au-dessus de la France occupée, cette odeur devenait presque suffocante. Car là, jour après jour, se déroulaient quelques-uns des affrontements les plus mortels entre les bombardiers américains et les chasseurs allemands de la Luftwaffe. Ici, l'horizon n'avait pas de forme. Pas de collines, pas de forêt, pas de cours d'eau. Rien d'autre que l'immensité bleue, traversée de traînées blanches, de fumées noires et d'éclats argentés arrachés à des carlingues éventrés. Et c'est dans cette mer impitoyable que volait le B-17 Iron Maiden, affecté au 306 TH Bomb Group. Un appareil légendaire, mais pas pour de bonnes raisons. Il avait été si souvent perforé de balles, mitraillé, incendié, rafistolé, renforcé, repeint, replié et ramené d'entre les morts qu'il ressemblait plus à un survivant qu'à un avion. On disait de lui qu'il ne volait pas, mais qu'il refusait simplement de mourir. Sa coque portait des cicatrices partout, des lignes de projectiles allemands qui avaient strié le fuselage comme des griffures, des zones fondues où les flammes avaient léché le métal jusqu'à la déformation, et des plaques d'aluminium d'un ton légèrement différent qui témoignaient de réparations urgentes faites à la hâte, parfois avec des morceaux récupérés sur des cadavres de bombardiers. Pourtant, malgré tout, le Iron Maiden continuait. À chaque mission, il remontait dans les airs, et d'une manière ou d'une autre, il revenait toujours. C'était ce qui le rendait terrifiant. On disait qu'un avion ne peut pas avoir de volonté. Mais si c'était vrai, alors le Iron Maiden était l'exception. La tripulation formée autour de cet avion était tout aussi particulière. Des hommes jeunes pour la plupart, mais vieillis par le froid, par les nuits sans sommeil et par le vacarme assourdissant des moteurs Wright Cyclone qui résonnaient encore dans leurs oreilles plusieurs heures après l'atterrissage. Il y avait le pilote, le capitaine Arthur McConnell, un homme à la carrure puissante, ancien joueur de football universitaire, dont la voix grave tranchait avec le silence tendu du cockpit. Il connaissait le ciel aussi bien qu'un pêcheur connaît la mer. Il avait vu des escadrilles entières disparaître en quelques minutes, mais lui, il tenait bon. Ce n'était pas de la bravoure, seulement un sens du devoir presque obstiné, voire maladif. À ses côtés, le copilote, le jeune lieutenant Harris, un homme d'une gentillesse presque naïve pour un environnement aussi brutal. Toujours un mot d'humour prêt à désamorcer la tension, mais la vérité était qu'il tremblait intérieurement à chaque mission. Il masquait tout derrière son sourire. Et puis il y avait ceux à l'arrière, le navigateur, le bombardier, les ingénieurs, les servants de tourelle, et enfin celui qui deviendrait involontairement une légende. Le staff sergent William Reid, mitrailleur latéral. Et n'était pas le héros typique. Il n'était pas exceptionnellement grand ni intimidant. Il n'avait pas non plus ce calme glacé que partagent parfois les soldats nés pour la guerre. Non. Et était juste un gamin roux de l'Oklahoma, avec un visage plein de taches de rousseur, un humour sec et une capacité étrange à remarquer des détails que personne d'autre ne voyait. Il n'avait rien d'un meneur, rien d'un savant, rien d'un stratège. Mais il avait une manière de penser différente. Du genre à poser les questions que les autres n'osaient jamais formuler. Du genre à aller vérifier par lui-même ce que tout le monde considérait comme impossible. Il avait passé des nuits entières à discuter avec les mécaniciens, à inspecter sous différents angles la tourelle, les ouvertures, les zones aveugles, la disposition du B-17. Il dessinait parfois sur un carnet les trajectoires des chasseurs allemands et les limites de mouvement des mitrailleuses de bord. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il cherchait. Certains disaient qu'il cherchait à rassurer son esprit. D'autres, qu'il devenait paranoïaque. Mais ceux qui le connaissaient bien savaient que et détestaient l'idée d'être impuissant. Et c'est exactement ce qui arrivait trop souvent aux mitrailleurs latéraux. Les Bf-109 allemands plongeaient en piqué sous le nez des bombardiers, attaquaient par un angle mort meurtrier, et remontaient trop vite pour que les points 50 américaines puissent les atteindre. Beaucoup de mitrailleurs mouraient en voyant les chasseurs sans jamais pouvoir riposter. Et avait vu cela une fois. Son ami, le sergent Tom Riley, avait été tué de cette manière. Et était à 2 mètres de lui. Il n'avait rien pu faire. Depuis ce jour-là, une rage froide s'était installée dans sa poitrine. Plus jamais il ne resterait un spectateur dans sa propre mort. Ce matin-là, le Iron Maiden décolla sous un ciel pâle, presque blanc. L'air semblait sec, cassant. Le froid montait de la terre comme une maladie. La mission,
bombarder une usine stratégique près de l'île. Un objectif classique. Ce qui signifiait une seule chose, l'attaque de la Luftwaffe était garantie. À peine l'escadrille avait-elle atteint les 20 000 pieds que les premières ombres apparaissaient déjà à l'horizon. De petits points noirs qui grossissaient à vue d'œil. Ils semblaient flotter, presque paresseusement, avant de soudain glisser vers l'avant comme des prédateurs en plongée. Confirmé, chasseurs ennemis, 12 heures hautes, approche rapide. La voix dans l'intercom était presque trop calme. McConnell serra les commandes. Harris déglutit. Et, lui, ferma les yeux un instant. Pas par peur, mais parce qu'il savait que ce moment arrivait. Celui qu'il avait anticipé, étudié, calculé et secrètement redouté. Il ajusta la sangle de son harnais. Puis il la desserra légèrement, un détail que personne ne remarqua. Les Bf-109 plongèrent en formation serrée, moteur hurlant, silhouettes sombres comme des flèches tirées par un archer invisible. Leurs canons tiraient déjà des filets de lumière. Les bombardiers américains commencèrent à vibrer sous l'impact des projectiles. Et vit tout. Ils savaient exactement ce qui allait se passer. Ces chasseurs allaient plonger, passer sous le nez, remonter à un angle où les mitrailleuses du B-17 ne pouvaient pas les toucher, et revenir achever les plus faibles. Il serra les dents. Son esprit lui répétait la même phrase depuis des semaines. Il y a un angle. Il y a toujours un angle. Et se décida. Il détacha complètement son harnais. Puis, avec une précision presque acrobatique, il se pencha vers l'extérieur, dépassant dangereusement de l'ouverture latérale. Le vent glacé le frappa comme une masse. Son corps oscillait. On eût dit un drapeau de chair battu par la tempête. Le pilote hurla dans l'intercom, « Hey !» Rentre immédiatement. Mais elle ne répondit pas. Il n'entendait plus rien, de toute façon. Le vent était un rugissement, et son cœur, un tambour de guerre. Il abaissa la .50, inclinant l'arme dans un angle que personne n'avait jamais osé essayer. Un angle considéré comme inutile. Impossible. Suicidaire. Mais pour la première fois, la trajectoire des Bf-109 se retrouva alignée avec ses viseurs. Et lorsque le premier chasseur entra dans son champ de tir, elle pressa la gâchette. Le recul de la Browning M2 secoua tout le flanc du B-17 comme si un marteau de géant venait d'en frapper la carcasse. Elle sentit la vibration traverser ses bras, ses épaules, son torse, jusqu'à son dos presque arraché par la force du vent qui engloutissait chaque centimètre de son corps exposé. Il était dans une position impossible, à moitié dehors, à moitié dedans, soutenu seulement par ses jambes verrouillées contre le cadre métallique. Les balles traçantes illuminèrent l'air glacé d'une lueur orangée, et un instant plus tard, le premier Bf-109 fut frappé de plein fouet. Le cockpit explosa dans un éclat de verre et de flammes. L'avion ennemi dévia brusquement sa trajectoire, bascula sur l'aile droite et partit en vrille, laissant derrière lui une longue traînée de fumée noire. À l'intérieur du Iron Maiden, personne n'eut le temps de comprendre ce qu'il venait de voir. C'était Comment a-t-il tiré depuis cet angle? Les voix se chevauchaient dans l'intercom, mais elle n'écoutait rien. Il n'était plus vraiment là. Quelque chose en lui s'était déplacé, un mélange de peur brute, d'instinct animal et d'une lucidité glaciale qui ne ressemblait en rien à la pensée rationnelle. Un deuxième 109 arriva. Les pilotes allemands, habitués à des défilés de cibles faciles, ne comprenaient pas pourquoi ce bombardier précis crachait une tempête de balles depuis un angle supposé mort. Leur confusion dura quelques secondes de trop. Et ajusta légèrement son poids, abaissant encore le canon. Le vent hurlait, tirant ses vêtements, fouettant son visage jusqu'au sang. Il tira de nouveau. Une longue rafale. D'abord trop haute. Il corrigea de quelques millimètres. Juste assez. Le deuxième 109 fut transpercé sous le moteur. Une flamme jaillit comme une torche, puis l'avion explosa dans une boule de feu, projetant des morceaux de métal incandescent qui ricochèrent contre l'aile du B-17. À l'avant, Harris, le copilote, murmura sans s'en rendre compte, « Mais c'est quoi, ça, c'est quoi ce tir ?» McConnell, lui, n'était pas choqué. Il était terrifié, car il comprenait, mieux que les autres, ce que cela signifiait, et avait créé une fenêtre de tir, en se mettant littéralement à portée de mort immédiate. Un éclat mal placé, un changement brutal de vent, une rafale ennemie, et le mitrailleur serait aspiré hors de l'avion, tombant vers la terre comme un chiffon brûlé. Mais elle continua. Les Bf-109 survivants se dispersèrent légèrement,
surpris de la résistance inattendue du Iron Maiden. Leur formation se disloquait. Ils perdaient le rythme d'attaque. La tactique allemande, habituellement parfaite, s'effritait face à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Dans la cabine du leader allemand, l'Oberleutnant Friedrich Keller, une colère froide monta. Il percuta ce qu'il observait. Cet avion américain avait découvert un angle impossible. Un mitrailleur était en train d'abattre des chasseurs depuis une position suicidaire. La formation allemande, confiante en son invincibilité, était en train de se faire humilier. Keller cria un ordre dans sa radio, angle d'attaque modifié. Passez plus bas. Ne remontez pas dans leur ligne de feu. Mais c'était trop tard. Le 3e 109 surgit, pensant encore être invisible. Mais les yeux plissés, déjà braquait la Browning. Il n'attendait plus que le moment exact où le fuselage ennemi s'alignerait parfaitement avec ses viseurs. Le tir partit. Une rafale courte, précise, mortelle. Le moteur allemand éclata comme une noix sèche. Le pilote tenta de sauter, mais l'avion partit immédiatement en vrille, tournant sur lui-même jusqu'à s'écraser loin en dessous. 3 ennemis, en moins d'1 minute. Le bombardier entier vibrait sous les cris d'incrédulité. Tu vas mourir là-dehors. Remonte. La voix de l'ingénieur de vol était presque hystérique. Pourtant, au milieu du tumulte, resta muet. Son esprit n'était qu'un tunnel étroit, concentré sur une seule vérité. Il avait enfin trouvé la faille. L'angle mort de l'ange de la mort. Ses doigts engourdis menaçaient de lâcher l'arme. Sa vision tremblait à cause du froid, de l'adrénaline, des vibrations. Chaque seconde passée dans cette position augmentait la probabilité de mourir d'une manière affreuse, soit emporté dans un souffle violent, soit frappé par un projectile, soit carbonisé si un obus frappait le flanc du Iron Maiden. Mais elle n'arrivait plus à penser en termes de peur ou de prudence. Il ne ressentait plus que du devoir, ou une sorte de justice personnelle, peut-être, comme s'il tirait non seulement pour sauver son équipage, mais aussi pour venger Riley et tous les autres mitrailleurs morts dans un angle dont personne n'osait parler. Il se pencha davantage au point où seulement ses bottes retenaient encore la moitié de son poids. C'était de la folie pure. Mais cette folie, ce jour-là, fonctionnait. Le 4e 109 arriva. Cette fois, il tentait une approche différente. Keller avait compris que ce mitrailleur ne tirait pas à l'aveuglette. Il anticipait. Il calculait. Les Allemands plongèrent plus bas, puis remontèrent soudain dans un angle encore plus serré, espérant passer sous la ligne de tir improvisée de Hay. Hay analysa en une fraction de seconde. Il sentit le vent changer. Il ajusta ses pieds. Il plia ses genoux. Il modifia la trajectoire du canon d'environ 4 degrés vers le bas. Puis il tira. 2 balles seulement firent mouche, mais c'était suffisant. Elles frappèrent la jonction entre l'aile droite et le fuselage du 109. L'aile se détacha net, projetée en arrière comme une feuille déchirée. L'avion se disloqua en plein ciel. Keller hurla dans sa radio. « Tenez la ligne! Tenez la ligne! Il est seul !» Mais ce n'était plus vrai. Elle n'était plus juste un homme. Il était devenu une menace psychologique. Un fantôme accroché au flanc du B-17, crachant la mort depuis un angle où aucun mitrailleur n'aurait dû exister point à Ussol, 4 minutes peuvent sembler une échelle insignifiante. Un soupir. Un battement de cœur suspendu. Une pensée qui passe. Dans le ciel, pendant une attaque de chasseurs, 4 minutes étaient une éternité. Le bruit était assourdissant. Les moteurs hurlaient. Le métal vibrait. Les balles sifflaient comme des serpents invisibles. Les flammes d'avion mourant peignaient des arcs de lumière couleur sans dans l'air gelé. Elle n'entendait plus rien. Ses oreilles étaient remplies d'un grondement sourd, comme un océan de tempête. Il ne se rendit même pas compte qu'un obus explosa à moins de 2 mètres de lui. Il sentit juste un choc violent, puis un souffle brûlant contre son bras. Son manteau fut déchiré. Le métal chauffé transperça la chair. Mais il n'avait pas le temps pour la douleur. Il tira de nouveau. Le 5e 109 tomba. Puis le 6e. Le Iron Maiden se transforma en sorte de forteresse mouvante, entourée de débris de chasseurs allemands qui flottaient un instant avant de retomber vers la terre lointaine. La radio hurlait « reviens. Tu vas mourir. On va perdre le flanc droit. Il est fou.
Complètement fou. Mais McConnell, le pilote, voyait plus loin. Son esprit était une machine de guerre. Il comprenait quelque chose que les autres ne percevaient pas encore. Si est arrêté maintenant, les 109 survivants reviendraient immédiatement, et cette fois, ils détruiraient le Iron Maiden. Le bombardier n'était pas simplement en train de survivre, il était en train de repousser une meute de prédateurs enragés. Et est, accroché comme un diable au flanc de l'avion, était la seule raison. À ce stade, les Bf-109 restants hésitaient. Certains évitaient même d'approcher du Iron Maiden. Ils se concentraient sur d'autres bombardiers de la formation, plus vulnérables, plus dociles, plus normaux. Mais Keller, là allemand, refusait d'abandonner. Il concentra 3 avions restants. Leur plan, fauchèrent et avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Ils approchèrent à toute vitesse. Une trajectoire parfaite. Synchronisée. Mortelle. Et cligna des yeux une fois. Son sang coulait. Ses doigts engourdis glissaient presque. Son corps tremblait. Mais il resta en position. Il inspira et tira la plus longue rafale de sa vie. Les balles traçantes coupèrent l'air en lignes rouges incandescentes. Le premier 109 fut éventré. Le deuxième perdit son hélice. Le troisième fut touché au cockpit Keller lui-même. Les 3 avions explosèrent presque simultanément. Silence. Pas un vrai silence, le bruit de la guerre continuait, mais un silence mental, une suspension du temps. Il restait seulement un Cent-9 en fuite. Et celui-là ne regarda même pas en arrière. Et tenta alors de se remonter à l'intérieur du B-17. Mais ses mains glissèrent. Le monde bascula. Sa vision devint blanche. Puis noire. Il s'évanouit. Son corps tomba en avant, presque emporté par le vent. Et c'est à ce moment exact que la main d'acier du mécanicien de bord, Jacobs, surgit, attrapa et par le col, et le tira brutalement vers l'intérieur du bombardier, hurlant quelque chose que n'entendit même pas. Il était vivant. Mais cela n'avait tenu qu'à 2 doigts. Les minutes qui suivirent l'évanouissement de et furent à la fois chaotiques et étrangement silencieuses. Jacobs, encore haletant après avoir tiré son camarade d'une mort certaine, appela le pilote en hurlant dans l'intercom. McConnell. Gelé. Il respire. Mais il a perdu beaucoup de sang. Le pilote ne répondit pas immédiatement. Il observait encore les lambeaux de fumée des Bf-109 détruits, comme s'il n'arrivait pas à croire que l'ennemi avait réellement renoncé. 4 minutes. 4 minutes qui avaient semblé durer une vie entière. Harris, le copilote, murmura, presque pour lui-même, 12. Il en a abattu 12. Personne ne répondit. Parce que personne n'avait les mots. Le bombardier, malgré les impacts, les taches de sang, les câbles arrachés et les trous béants, volait toujours. Comme si la machine elle-même refusait de tomber avant que ses hommes ne soient sauvés. McConnell stabilisa l'appareil. Le ciel, après 4 minutes de carnage, paraissait maintenant étrangement calme, presque paisible. Les nuages gris glissaient lentement sous le B-17 et l'air n'était plus traversé par les lignes rouges et oranges des balles traçantes. Mais dans l'habitacle, il n'y avait aucun calme. L'odeur du sang se mêlait à celle du métal chauffé et des pansements improvisés. Et était étendu au sol, à moitié conscient. Son bras droit était en lambeaux, sa peau brûlée par un éclat incandescent. Ses doigts tremblaient. Sa respiration était courte, sifflante. Ses lèvres étaient violettes, signe du froid extrême auquel il avait été exposé trop longtemps. Jacobs et le navigateur tentaient de le couvrir avec tout ce qu'ils trouvaient. Veste, parachute, tissus arrachés. Une couverture ne servait à rien à 20 000 pieds. Elle devenait rigide comme du carton. Et ouvrit les yeux un instant. Flot. Lointain. Comme s'il regardait le monde à travers une fenêtre givrée. « Est-ce qu'ils reviennent » murmura-t-il. Jacobs secoua la tête, incapable de cacher l'émotion dans sa voix. « Non, Red. Non. Ils ne reviendront pas. Grâce à toi. » Les yeux d'eux se fermèrent de nouveau. Son corps était épuisé, vidé, glacé jusqu'à l'os. Mais un souffle encore fragile montait et descendait dans sa poitrine. Il était vivant. Contre toute logique. Le Iron Maiden parvint à rejoindre la base, mais dans un état si lamentable que les équipes au sol crurent d'abord qu'il allait s'écraser à l'approche. Une roue refusait de se déployer correctement. L'aile droite était trouée de part en part.
Le manche vibrait comme une créature blessée. Et un filet de fumée blanche s'échappait du moteur numéro 3. Le contrôleur radio cria dans les écouteurs « Iron Maiden, vous n'êtes pas autorisé à tenter un atterrissage. Votre train d'atterrissage droit est instable. Je répète. » McConnell coupa la communication. On se pose. Je ne perds pas mon équipage après ce qu'on vient de traverser. Le B-17 toucha la piste avec un choc brutal. La roue droite céda presque aussitôt, faisant basculer légèrement l'avion. Une aile effleura le sol, projetant des étincelles. Le fuselage trembla. Le métal gémit. Mais il glissa, encore et encore, jusqu'à s'immobiliser finalement dans un nuage de poussière et de fumée. Des dizaines de personnels au sol coururent. Ils ouvrirent la trappe. Une odeur de sang, de froid et de poudre s'en échappa. Jacobs descendit le premier, portant et sur le dos comme un enfant endormi. Des médecins militaires s'approchèrent en courant. Blessure grave, hypothermie sévère, perte de conscience intermittente. On doit l'emmener immédiatement. Elle ne réagit presque pas lorsque son corps fut posé sur une civière. Mais une phrase, à peine audible, glissa de ses lèvres bleutées. « Est-ce que, on a réussi ?» Jacobs répondit avec un sourire brisé, « Tu as sauvé tout le monde, Red. Tout le monde. » 3 jours plus tard, elle se réveilla dans l'infirmerie militaire. Son bras était bandé du poignet à l'épaule. Son visage était couvert de petits morceaux de sparadrap. Sa poitrine était attachée à une machine qui surveillait ses constantes vitales. Quand il ouvrit les yeux, McConnell était assis à côté de son lit, les bras croisés, les yeux cernés. « Tu dors depuis 3 jours, eh. Tu comptais nous laisser faire tout le rapport à ta place ?» Elle sourit faiblement. « J'imagine que j'ai mérité une pause. » Mais la vérité était que Hay avait frôlé la mort 3 fois, par l'hypothermie, par la perte de sang et par la chute qui aurait pu l'arracher entièrement du B-17. Un officier supérieur arriva peu après. Le colonel Davis. Un homme dur, sec, inflexible. Mais ce jour-là, il avait un air inhabituel. Il posa un dossier lourd sur la table. « Eh, nous avons étudié les bandes de caméras, les images des tourelles, les rapports de vol, les témoignages des autres bombardiers. » Il inspira. Difficilement. On compte 12 chasseurs abattus. 12. En 4 minutes. Tu réalises ce que ça représente? Elle tenta de répondre, mais seul un souffle faible sortit. Davis continua. Ta manœuvre est considérée comme suicidaire. Si tu étais mort, on t'aurait classé dans la catégorie des imprudents. Il marqua une pause. Mais tu es vivant, et tu as sauvé toutes les vies du bombardier. Alors l'armée doit recalculer ses définitions. Harris, le copilote, intervint doucement. Colonel, sans Hay, nous serions tous au fond d'un champ en France. Le colonel acquiesça. C'est exactement pour cela que nous considérons officiellement cette action comme tactique non conventionnelle réussie. Puis son regard se fit plus doux. Et officieusement. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant dans ma carrière. Elle ferma les yeux, épuisée mais soulagée. Lorsque le rapport complet fut envoyé au commandement, l'affaire provoqua un véritable séisme dans les unités aériennes. Les tacticiens, ingénieurs, instructeurs et commandants furent stupéfaits par les implications. Un seul homme, un seul angle, une seule improvisation avait suffi à briser une tactique allemande utilisée depuis des années. Pendant des semaines, les discussions internes se multiplièrent. Un mitrailleur peut-il réellement tirer depuis ce point? Ce n'est pas dans les manuels. Ce n'est pas sécuritaire. Mais c'est efficace. Finalement, la conclusion fut claire. La tactique de Hay n'était pas à enseigner telle qu'elle, trop dangereuse. Mais son idée, son intuition, sa manière de casser les limites de la tourelle, devint la base d'une nouvelle doctrine. On créa alors un nouveau protocole pour les mitrailleurs. Des angles élargis, des positions de tir ajustées, des armes montées différemment selon la mission et des simulations d'attaque qui prenaient enfin en compte les zones mortes classiques. Les instructeurs de tir aérien enseignèrent même une version modérée du et manœuvrer. Elle sauvait des vies. Beaucoup. L'armée américaine n'en fit jamais une publicité massive par peur de paraître encourager la folie, mais tous les mitrailleurs avancés connaissaient son nom. Elle était devenue une légende silencieuse.
Quelques semaines après sa guérison partielle, et sortait enfin dehors avec difficulté. Son bras restait bandé, et il boitait légèrement. Ce jour-là, il se rendit au hangar où le Iron Maiden était en réparation. Il voulait le revoir. Toucher son fuselage. Ressentir quelque chose de familier. Le bombardier, démonté en plusieurs sections, ressemblait à un animal blessé en pleine chirurgie. Des mécaniciens soudèrent de nouvelles plaques. Des câbles pendaient. Les moteurs étaient ouverts comme des organes exposés. Et posa sa main gauche, la seule encore valide, sur la carlingue froide. « Merci de nous avoir ramenés » murmura-t-il. Une voix derrière lui répondit. « Non, c'est toi qui nous as ramenés. » C'était McConnell. Derrière lui, toute l'équipe du Iron Maiden. Même ceux qui n'avaient pas encore le droit de sortir de l'infirmerie étaient venus en béquille. Harris s'approcha. Un sourire sincère, presque aux larmes. « On t'a apporté quelque chose. » Il lui tendit une plaque de métal. Un morceau tordu du fuselage du Bf-109 de Keller retrouvé près du point d'impact. Dessus, ils avaient gravé « Arrête est l'homme qui a repoussé la mort ». Et resta silencieux longtemps. Puis il chuchota. « Je n'ai fait que mon devoir. » McConnell posa une main lourde sur son épaule. « Non, Red. Tu as fait ce que personne n'avait jamais imaginé possible. » Et ne retourna jamais en mission de combat. Son bras ne retrouva jamais totalement sa mobilité et les médecins déclarèrent qu'une nouvelle exposition au froid extrême serait trop dangereuse. Il devint instructeur de tir aérien. Il apprit à des centaines de jeunes mitrailleurs comment atteindre leur cible dans les pires conditions possibles. Il expliquait toujours calmement, patiemment, méthodiquement. Jamais il ne mentionnait l'incident. Jamais il ne parlait de ses 12 victoires. Mais ses étudiants savaient. Tous savaient. Et lorsqu'ils montaient dans leur bombardier, beaucoup d'entre eux faisaient un geste discret. Ils touchaient la peinture de leur mitrailleuse pour avoir un peu du courage de haie. Après la guerre, il retourna dans l'Oklahoma. Il devint mécanicien d'avion civil. Il se maria. Il eut 2 enfants. Et il ne parla presque jamais de la guerre. Mais parfois, tard le soir, lorsqu'un avion passait au-dessus de sa maison, il levait les yeux vers le ciel. Et un léger sourire apparaissait. Pas de fierté. Pas de regret. Juste une reconnaissance silencieuse pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de redescendre. Des décennies plus tard, les historiens militaires étudièrent l'incident et comme un exemple parfait de ce que les psychologues appellent le moment de lucidité extrême en situation de mort imminente. Mais les pilotes vétérans, eux, avaient une autre définition, le courage pur. Le rapport officiel fut longtemps classifié. Quand il fut déclassifié, beaucoup crurent d'abord qu'il s'agissait d'une exagération. 12 avions ennemis abattus par un seul mitrailleur? Impossible. Puis ils virent les films. Les enregistrements. La trajectoire des tirs. Le comportement incohérent des Bf-109. Tout était vrai. Et aujourd'hui encore, dans certaines écoles de pilotage avancées, on raconte l'histoire d'un jeune mitrailleur qui, refusant la fatalité, inventa une nouvelle façon de combattre en défiant la mort elle-même. Son nom figure dans un manuel spécialisé. Une ligne seulement. Sergent-chef William et innovation tactique non conventionnelle réussie. Mais pour ceux qui savent, cette ligne suffit à raconter toute une légende. On dit que la guerre forge les héros. Mais parfois, elle révèle simplement ce qu'un homme porte déjà en lui depuis toujours, la capacité de se dresser face à l'inévitable et de dire non. Elle n'était pas un officier brillant, pas un as de l'aviation, pas un tacticien reconnu. C'était un jeune homme ordinaire, avec un fusil, du courage, et la volonté de protéger ceux qui comptaient sur lui. Et dans un ciel qui dévorait les hommes, il trouva un angle que personne n'avait jamais vu. Un angle qui changea le combat aérien pour toujours.